Bienvenue à tout le monde pour ce troisième épisode de Désir à valider, le podcast qui démonte le validisme en santé sexuelle sans langue de bois. Ici, on parle sans filtre de ce qu'on tait trop souvent, la santé sexuelle des personnes en situation de handicap et les outils pour la rendre accessible à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Camille Etchard, fondatrice de Popaya, une plateforme qui bouscule les codes de l'éducation sexuelle avec des ressources adaptées. Ensemble, on va explorer son parcours, les défis qu'elle a relevés et sa vision d'une sexualité sans tabou, pensée pour tous les publics. C'est parti pour un épisode qui, je l'espère, fera une fois de plus bouger vos représentations. Désir à valider. Alors bonjour Camille, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu à nos auditorices et nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Déjà, je souhaitais te remercier pour me donner l'opportunité de parler sur ton podcast. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir et c'est un premier exercice pour moi. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais me présenter. Je suis Camille Etchard, ingénieure en cognitique. Donc, c'est une discipline qui allie à la fois les sciences cognitives et les sciences techniques. Mon métier, c'est à la base de concevoir des produits en les adaptant aux besoins des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle la conception centrée utilisateur ou encore l'UX design. Donc, moi, je conçois des produits adaptés aux besoins des utilisateurs. En particulier, ce sont des formes de fragilité, que ce soit lié à un handicap ou à un âge, un jeune âge ou un âge avancé. Et du coup, c'est de ce parcours-là qu'est venue l'idée de fonder Popaya. Est-ce que tu peux me dire un peu Oui, comment ça t'est venu? Ouais. oui, c'est ça. En fait, il y a donc mon métier, moi, c'est d'aller sur le terrain pour rencontrer des utilisateurs ou des bénéficiaires qui rencontrent des problématiques, et c'est de tenter d'y répondre par une solution qui peut être numérique ou pédagogique. Et en fait, il y a 6 ans, je travaillais sur un projet avec un consortium de personnes. Donc, il y avait des laboratoires de recherche, il y avait un IME, l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse, où moi, mon objectif, c'était de recenser les problématiques que rencontraient les personnes en situation de handicap visuel et mental dans leur parcours de soins. Donc ça allait de j'ai quelque chose qui gratte, je vais en parler à une personne de confiance, jusqu'à je prends rendez-vous peut-être chez un spécialiste ou un médecin, jusqu'à je me rends à ce rendez-vous, je vais à la pharmacie et je dois prendre une posologie médicale. C'est vraiment tout le parcours de soins. Et j'ai rencontré pendant ce projet des infirmières donc à l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse qui m'ont fait part d'un nombre assez important d'interruptions volontaires de grossesse auprès des jeunes filles aveugles, de par un manque de ressources adaptées et d'accès à une information accessible et adaptée, et aussi bien entendu un manque d'adaptation de la contraception en tant que telle. Et en fait, le projet est né de là, parce que à l'époque, on était quatre dans ma structure, quatre filles, et on s'est dit, c'est quand même fou qu'en 2018-2019, il y ait ce type de problème dû à un manque d'accès à une information, quoi. Parce que quand même avec Internet, tout ça, l'information est censée être assez déployée. Donc, au tout début, on s'est dit, on va aller créer des outils pédagogiques adaptés pour rendre accessible cette information autour de l'éducation à la vie affective, intime, relationnelle et sexuelle. Et donc, on avait commencé par des prototypes, par exemple, de pilules contraceptives adaptées à la déficience visuelle. Donc, ça s'est arrêté au stade de prototype. On avait travaillé avec des étudiantes. Et puis, pendant allez, 2, 3 ans, on a mené une analyse de terrain. Donc, on a questionné les professionnels de santé et surtout du médico-social pour comprendre les problèmes je dis elles parce que c'est souvent des femmes, mais Mhm. qui elles rencontraient dans leur métier. Et sans grande surprise, voilà, elles nous ont fait part d'une carence en matière de ressources adaptées, d'une perte de temps à rechercher des ressources pédagogiques sans garantie que la ressource soit
à la fois adaptés aux besoins spécifiques des personnes et en même temps répondre aux objectifs et au contexte d'usage, quoi, ou aux besoins vraiment des personnes. Donc, pendant ces 2, 3 ans, finalement, j'ai aussi pris conscience qu'il y avait pas mal de belles initiatives à la fois dans les établissements du secteur médico-social, mais en même temps dans des professions libérales telles que des psychologues, des ergothérapeutes, des infirmières, des sages-femmes. Les gens créaient les outils parce que comme il en manquait, ben, il fallait bien répondre à ce besoin. Donc c'est un peu comme ça qu'est né Popaya. C'est que je me suis dit, avant d'aller créer des choses, autant faire un recensement de ce qui existe et peut-être que en créant des petites adaptations de ce qui existe déjà, on va pouvoir couvrir d'autres besoins spécifiques sans avoir besoin de recréer tout plein d'outils et souvent en plus de façon onéreuse parce que finalement dès qu'on parle malheureusement d'adaptation, voilà, on s'adresse à des coûts pour lesquels enfin, les gens derrière ne peuvent pas forcément accéder aux produits donc ça a pas de sens. Ok. Donc d'abord, tu as fait une étude en fait des Ouais, c'est ça. besoins, c'est ça? Ok, ok, Une ok. étude et les conclusions ont amené à la création de Popaya et ça a été assez bien accueilli parce que quand j'en parlais auprès des professionnels, ça faisait sens en fait pour eux de se dire bah oui, en fait, une plateforme qui va mutualiser les ressources, on va gagner du temps, on va pouvoir échanger autour du retour d'expérience de l'usage de toutes ces ressources, de dire bah voilà, moi cette ressource, je l'ai utilisée dans tel contexte, avec tel public, avec tel besoin. Je trouve que ça a été bien ou au contraire ça n'a pas été bien. Voilà, cette plateforme en tout cas répondait aux besoins à la fois de centralisation, visibilité des produits ou de ressources adaptées, d'un retour d'expérience du terrain. Et l'objectif, c'est vraiment de faire gagner du temps à tout le monde et de mutualiser un peu l'information, de la centraliser à un seul et même endroit, quoi. Ok. Et dans cette étude, avant que tu nous redises un petit peu précisément ce qu'est Popaya, est-ce que tu avais interrogé uniquement des professionnels du médico-social ou alors aussi des personnes directement concernées? Alors, j'ai rencontré des personnes directement concernées, Mhm. mais il s'est avéré que le besoin était complètement différent. Euh, D'accord. Mhm. les, les personnes que j'ai rencontrées, donc c'était majoritairement des personnes en situation de handicap visuel, physique, et même des personnes déficientes auditives. Mhm. Elles, le besoin était plus tourné vers l'aspect relationnel, c'est-à-dire rentrer en relation les uns avec les autres. Donc, plus sous la forme d'un réseau social finalement de personnes avec des besoins spécifiques et un peu plus la forme de ce que toi tu proposes finalement de pair aidance, c'est-à-dire d'échanger avec des pairs sur ce type de problématique et en même temps pouvoir faire des rencontres. Donc, c'était un peu différent de ce que D'accord. les professionnels me remontaient. Il a fallu bien entendu faire un choix. Et Ok. après, je sais qu'il existe des solutions sur l'aspect réseau social ou réseaux sociaux autour du milieu du handicap. Enfin, il y a quelques années, moi, j'avais travaillé avec Mobalib, qui est une plateforme enfin, un réseau social destiné aux personnes en situation de handicap. Donc, je sais que des solutions existaient. Maintenant, sur le volet de la santé sexuelle ou de la vie relationnelle, affective, intime et sexuelle, c'est sûr il n'existe pas grand-chose. Mais ça m'a longtemps questionnée parce que je m'étais dit au début, ah oui, on pourrait peut-être partir sur un espèce de forum où les gens pourront échanger. Mais après, je me suis vite rendue à l'évidence que ça allait générer peut-être des difficultés, tu vois, de modération, de contenu. Mhm. Enfin, on s'attaque à autre chose, quoi, derrière. Ok. Donc, ça m'a un peu fait peur. Mhm. Et c'est vrai que moi, je voulais vraiment commencer par le commencement, à savoir l'éducation, on va dire, et l'accès à l'information de façon adaptée. Ok. Donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter la plateforme en quelques mots? La plateforme Popeye. Oui, alors Popaya, souvent on me pose la question de qu'est-ce que veut dire Popaya? Oui. Et en général, les gens sont assez déçus quand je leur apporte la réponse parce que c'est ni plus ni moins qu'un acronyme qui signifie plateforme d'outils. Donc c'est les P majuscules de plateforme, outils O majuscule pédagogique, donc c'est le P majuscule et le A qui est à l'intérieur de pédagogique, lié à la vie intime, donc le I de intime, et affective, le Mhm. A de affective, pour Ok. faire.
il y a plus de subtilité, je trouve, autour de du logo, parce que le logo, en fait, c'est deux colibris qui sont en train de se reproduire. Et c'était, voilà, une volonté de notre part de vouloir mettre en avant l'aspect fragilité de ce petit oiseau qui est le colibri Mhm. et l'aspect un peu sexuel du fait de la reproduction de, d'oiseaux fragiles, quoi. Ok. Donc, Popaya, en fait, aujourd'hui, c'est une plateforme qui centralise et qui conçoit ou qui accompagne la conception ou qui co-conçoit des solutions ludiques, éducatives et pédagogiques et adaptées pour éduquer, pour informer à la vie relationnelle, affective, intime et sexuelle tous les publics vulnérables. Donc, je m'adresse essentiellement aux jeunes enfants, aux adolescents et aux personnes en situation de handicap, mais j'ai aussi quelques ressources pour les personnes dites traumatisées, soit qui ont subi des violences par le passé, ou des personnes aussi qui traversent des étapes de vie difficiles comme la parentalité, la ménopause, le post-opératoire, enfin voilà, toute situation qui amène à se re-questionner finalement sur sa santé relationnelle, sexuelle et affective. Euh, voilà, c'est un peu ça l'objectif de Popaya, à la fois de centraliser des ressources et en même temps d'en concevoir de manière adaptée, bah, si le temps me le permet, parce que bah, c'est pas une activité que je fais à temps complet, donc que je rencontre quand même des difficultés pour mener à bien tout, tous les beaux projets qui m'arrivent, mais voilà, je fais comme je peux, Ok. moyens que j'ai. Et donc, tu m'as parlé principalement de l'objectif d'éducation enfin, à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres besoins auxquels la plateforme Popaya répond en général? Bah oui, je pense à l'accompagnement, à la santé sexuelle, à l'épanouissement, au plaisir plutôt orienté sexuel, à encourager un peu l'autonomie, l'autodétermination, la prise de décision éclairée, ce genre de choses. Enfin, Ok. Et moi, ça m'intéresse toujours un petit peu de savoir, quand on y met autant d'investissement, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer un peu là-dedans? Outre ce que tu as déjà dit, qu'il y avait un manque criant, mais souvent, quand on y met autant d'investissement, c'est qu'il y a quelque chose qui nous motive derrière. Est-ce que tu saurais un peu le décrire? Euh, ouais, c'est une question très intéressante où je pense que je me suis jamais trop questionnée là-dessus, mais déjà, je suis une nature où j'ai beaucoup de mal avec les inégalités. C'est-à-dire, Oui. j'ai du mal à concevoir que des personnes ne puissent pas avoir accès à la même chose que d'autres. Ah, il Mhm. y a des fois d'injustice, je suis très l'inverse d'imperméable, quoi, donc très perméable à ça. Euh, Après, par le passé, quand j'étais jeune, j'ai encadré beaucoup de séjours adaptés avec des personnes en situation de handicap. Donc déjà, ce sont des profils de personnes qui m'ont toujours inspirée. Euh, donc l'inégalité, l'injustice et la volonté de vouloir protéger, parce que finalement, moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que l'éducation et l'information peut permettre de protéger ces publics, Oui, parce que le la rend vulnérabilité. moins vulnérable. Oui, tu as. Ouais, c'est ça. Ouais. La vulnérabilité est souvent due à Mhm. un manque d'accès à l'information, à ses droits, à la connaissance de ses besoins, et au respect de ses besoins. Et je pense que c'est important d'éduquer et d'informer, pour pallier vraiment à toutes les situations de violence physique, verbale, sexuelle et sexiste. Et après, si je pousse le trait, un petit peu plus loin, euh, j'ai des personnes de ma famille qui ont même, enfin, voilà, qui ont vécu des situations incestueuses et on voit les répercussions que ça peut avoir sur les générations aussi d'après. Oui, Donc moi, ça fait sens en fait de protéger les publics vulnérables autour de tout ça. Donc ok. c'est à la fois, j'aime pas dire que c'est un côté militantiste parce que j'ai pas la sensation d'être militante comme Mhm. des groupements dans lesquels toi tu peux appartenir, c'est que je milite pas pour une cause, Mhm. mais j'ai la sensation que je souhaitais mettre en tout cas une pierre à l'édifice de tout ça
au travers de Popaya, si tu veux. Et j'aime partager, quand je parle de Popaya, souvent, en fait, j'ai la sensation de faire un peu de pédagogie, de faire prendre conscience aux gens autour de moi de l'ampleur de la problématique, quoi. C'est-à-dire Ouais. que ce soit auprès des personnes en situation de handicap, les gens ne sont absolument pas au fait de ce qui peut se passer, à la fois dans les établissements ou même en famille ou même à l'école, où il y a une vraie carence en fait informationnelle et il y a un vrai manque d'accompagnement autour de ces sujets et ça crée un mal-être en fait tout ça. Mhm. Et Est-ce quand que on tu parle, les as... gens Ouais, ils pardon. tombent un peu de leur chaise quoi, en se disant mais c'est vraiment un sujet? Bah oui, je te donne quelques exemples et tu vas voir que c'en est un quoi. Et est-ce que tu as rencontré quelques défis ou des problèmes particuliers au cours, bah, je sais pas, du développement d'abord, et après par la suite quand tu l'as mis en ligne, ou alors des problèmes généraux, techniques, financiers ou même humains, enfin tu vois vraiment un peu. Est-ce que tu as rencontré des défis spécifiques? Je crois que oui, j'en ai rencontré plein et Ouais. j'en encore aujourd'hui. Ben déjà, le premier défi que je rencontre, je pense depuis 6 ans maintenant, c'est le temps à accorder à ce projet-là qui en fait me passionne et me tient par les tripes. Et le fait que bah, ce soit pas du tout rémunérateur et que c'était pas la volonté à la base finalement, mais que à un moment donné, voilà, tout le monde doit aussi vivre de son travail. Hein, t'es bien placé pour le savoir. Donc c'est un rapport au temps avec lequel je me bats, où j'essaie de trouver un juste équilibre, mais j'ai toujours envie d'y passer plus de temps. Mais c'est du temps que je ne passe pas à côté pour travailler et du coup pour gagner ma vie. Après, j'ai eu des soucis techniques et oui plutôt fonctionnels. Euh, Enfin non, techniquement et fonctionnellement parlant, ça allait, pardon, parce que c'est mon métier de créer des solutions numériques et même des solutions pédagogiques. Donc, en général, j'arrive à bien travailler sur ces aspects-là. Mais au début, en fait, au lancement de Popaya, j'étais vraiment partie sur un tout autre modèle. Je voulais que ma plateforme soit... En fait, je suis arrivée en même temps, même bien avant que les centres Intimagir ne voient le jour. On était à la période où les appels à projets étaient en train de sortir pour identifier des porteurs de projets. Ouais. Et bah, j'avais proposé Popaya comme étant bah, que ce soit une plateforme à l'échelle un peu nationale de référencement et pour qu'ensemble on puisse donner une vision un peu nationale à toutes ces initiatives d'outils de formation et de services autour de la vie intime et sexuelle, notamment des publics en situation de handicap. Et bon, il m'est arrivé quelques déboires qui a fait que bon, les centres de ressources anti-nageurs se sont mis en place. Certains se sont raccrochés en disant, bah, nous, on a des problématiques de solutions numériques. On ne sait pas trop comment mettre en place nos outils. Bon, ça ne s'est pas fait. Mm. Mais c'est vrai qu'à la base, Popaya était très orienté vers les personnes en situation de handicap. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels qui m'ont demandé de m'ouvrir à d'autres publics et qui m'ont dit finalement, les problématiques qu'on rencontre pour les personnes en situation de handicap s'avèrent aussi importantes pour les jeunes publics. Mhm. Euh, et comme je suis aussi maman de 3 enfants, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, et notamment par rapport à mon histoire personnelle de générations très proches de la mienne qui ont subi de l'inceste, je trouvais que ça faisait sens aussi de travailler autour de ça. Après, j'ai eu aussi des soucis bah, financiers comme tout le monde parce qu'il a fallu trouver à financer le développement de la plateforme. Donc, j'ai obtenu une subvention de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt autour de l'innovation sociale en 2022. C'est ce qui m'a vraiment permis de lancer la plateforme. Enfin, je dois être honnête, parce que le reste, c'est que de l'autofinancement. Mhm. Et après, bah, enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai eu pas mal de difficultés au niveau commercial parce que c'est un métier en fait et c'est pas le mien de devoir bah, démarcher des créateurs de ressources, des fournisseurs qui viennent se mettre sur Popaya, de gérer tout l'aspect référencement de produits, la relance des personnes, la communication autour de Popaya, les newsletters, les réseaux sociaux. Oui, parce qu'il Ensuite, faut préciser, je reprécise, que la plateforme, c'est vraiment juste du référencement, mais toi, tu ne touches rien sur ce qui est mis.
C'est ça. dans les Sauf, ressources. Voilà. ouais, sauf ce qui est payant, effectivement, Ok. ce que j'appelle la soumission de ressources est gratuite, c'est-à-dire que n'importe qui, mais bon, bien entendu, j'en fais la modération, Mhm. n'importe qui peut proposer des ressources. Ça peut être des podcasts, des vidéos, Mhm. ça peut être des formations, des puzzles, des jeux de société, des jeux de cartes, des peluches, des outils pédagogiques, des mallettes pédagogiques. On a des supports numériques, des supports tactiles. Et en fait, chaque intégrateur soumetteur, on peut les appeler comme ça, choisit un peu la modalité d'accès qu'il souhaite donner Ok. à sa ressource, euh, soit en proposant quelque chose de payant, soit en proposant quelque chose de gratuit. Mhm. Donc, on va retrouver des ressources qu'on peut télécharger, des ressources qu'on peut consulter en ligne, sur d'autres sites internet, des ressources qu'on peut acheter en physique. Mhm. Voilà. Et c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais toutes les ressources qui sont proposées sur Popaya sont structurées par aptitude et capacité à la prise en main. Parce que comme je me suis ouvert à d'autres publics et que je voulais surtout pas stigmatiser les personnes en situation de handicap, j'ai plutôt travaillé autour de cette notion d'aptitude et capacité à la prise en Mhm. main des ressources. Donc, on va retrouver des ressources qu'on peut lire, qu'on peut entendre, qu'on peut manipuler, qu'on peut observer, qu'on peut lire en facile à lire et à comprendre, en braille, en gros caractères. Vraiment parce que, de par mon expérience et mes études en tant qu'ingénieur en cognitique, on m'a appris et j'ai constaté que finalement, on avait aussi tout un chacun une façon de percevoir l'information. Il y en a pour lesquels ça passe par le toucher, par la vue, d'autres par l'audition. Donc, en maximisant finalement l'accès, on va dire, sensoriel à l'information, on maximise les chances de, de, d'avoir accès à cette information et de la comprendre surtout. Ok. Et tu disais que ton public, donc les personnes plutôt enfin, dans des situations de vulnérabilité, mais que ça pouvait aussi s'étendre, par exemple, tu avais dit aux personnes qui avaient subi de l'inceste ou autre. Enfin, comment est-ce que tu saurais plutôt me dire qui utilise principalement la plateforme? Est-ce que, par exemple, c'est uniquement des professionnels du médico-social? Est-ce que tu as aussi des professionnels de la santé sexuelle de façon plus générale? Est-ce que tu as des proches aidants? En plus, bah, des personnes, bien sûr, directement concernées par la situation de vulnérabilité. Enfin, est-ce que tu saurais un peu me dire la part de tous ces publics? Ouais. Alors, c'est toujours un peu délicat comme question parce que comme sur Popaya, on va retrouver des choses à télécharger, à consulter en ligne, même à consulter sur place Mhm. et à acheter. Bah, sur toutes les modalités où on va consulter en ligne, consulter sur place ou même télécharger, je ne traque pas les gens, donc je ne sais Oui, pas tu ne peux identifier. pas savoir. Ok. Voilà, je peux pas savoir quel type de Mhm. profil est amené à entre guillemets consommer Mhm. ce contenu. Je peux que le savoir sur les achats qui sont passés sur la plateforme, Ok. parce que là, j'ai les coordonnées des personnes et, euh, et voilà, j'ai les aspects de livraison, de facturation, et puis il y a l'histoire du mandat administratif aussi. Donc, je travaille avec des institutions publiques ou privées, donc je peux voir quels sont les types de Ok. profils. Mhm. Donc, majoritairement, j'ai des professionnels du médico-social, Mhm. donc des CME, des CESAD, des MAS, j'ai des associations spécialisées, des foyers de vie. J'ai aussi des professionnels de l'éducation, donc des lycées, des collèges, des écoles élémentaires, maternelles. J'ai eu aussi pas mal d'institutions publiques, donc des hôpitaux, des CHU, des services spécialisés, les services de la protection de l'enfance, des Mhm. PMI, euh, aussi des professionnels de la santé, donc tout ce qui est infirmières, des psychologues, des sages-femmes. J'ai même eu des médecins. Et je pense que je dois avoir parce que j'ai quand même du grand public, donc des personnes, des particuliers. Donc, je pense avoir voilà quelques parents, quelques proches aidants, parce que voilà, je sais les identifier quand ce sont des particuliers, quand c'est un particulier qui m'achète un jeu adapté. Bon bah, je peux facilement me dire que c'est parce que c'est pour son besoin personnel. Voilà. Et maintenant, je voulais te poser une question sur l'accessibilité. Est-ce que tu penses que t'as essayé vraiment de rendre la plateforme accessible au maximum à plusieurs types de handicap? Enfin, est-ce que tu penses que tu pourrais améliorer l'accessibilité de ta plateforme?
enfin voilà, un petit Ouais. compte rendu sur l'accessibilité. Mhm. Ouais. L'accessibilité, pour moi, c'est un vrai sujet. Oui. Un vrai sujet sur lequel beaucoup de gens, enfin maintenant, il y a des obligations réglementaires, mais dans son développement, en tout cas, normalement, nous, on a cherché à être accessible, notamment par l'usage d'un clavier de braille ou d'une synthèse vocale, par exemple, parce que Oui. les personnes qui ont développé la solution sont formées à tout ça et ont les capacités de mettre en place ça. Mhm. Maintenant, c'est très perfectible. Si vraiment on veut avoir un site ou une plateforme accessible à 100%, il faut Mhm. s'en donner les moyens, et notamment les moyens financiers. Je les ai pas forcément aujourd'hui, Mhm. parce que pour répondre aux exigences des règles d'accessibilité autour du numérique, donc le RG2A, Oui. faut vraiment aller parfois loin. Mhm. Euh, Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup trop investi sur la plateforme, et je n'ai absolument pas, je ne suis pas revenue sur mon investissement. C'était pas non plus le but, mais j'ai dépensé énormément d'argent autour de ce projet. Mhm. Donc, c'est pas un choix pour le moment pour moi Ok. de investir de l'argent pour la rendre plus accessible, mais ce serait effectivement perfectible de mettre des niveaux de contraste, par exemple, ou du grossissement de caractère. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait faire. Ok. Par contre, après, dans les ressources que les gens proposent, là, tu penses que dans les ressources, ça couvre un peu tous les types de handicap? Est-ce qu'il y a du FAL? Qu'est-ce que... Oui, oui. Ok, vas-y. alors je sais pas, je suis frustrée encore aujourd'hui Mhm. parce que moi, mon idéal, ce serait de couvrir pour chacune des thématiques qui est Mhm. référencée sur Papaya, donc il y en a à peu près 30. Oui. Ça va des habilités sociales, à l'empathie, au consentement, au plaisir, à la santé sexuelle. J'ai même des choses autour de l'éducation aux médias, la relation à soi, aux autres, l'inclusion, la diversité. Enfin, il y en a une trentaine. J'aimerais à terme pouvoir couvrir pour chacune des thématiques. Il y a le droit aussi, le droit, c'est droit. Mhm. J'aimerais couvrir pour chacune de ces thématiques toutes les modalités sensorielles, c'est-à-dire avoir quelque Ouais. chose à écouter, quelque chose à manipuler, quelque chose à lire en falque, en braille, en gros caractères. Je pense que l'un des publics pour lesquels j'ai le moins de choses, ce sont les publics en situation de, de déficience auditive. Ok. Euh, j'ai pas beaucoup de choses avec du sous-titrage Mhm. parce que c'est de la création de vidéos, et il y a très peu de gens qui se sont lancés là-dessus sur ces thématiques-là. En tout Mhm. cas, j'en ai pas identifié aujourd'hui. Donc oui, j'ai des choses en braille, en gros caractères et en falque, parce que je travaille avec des partenaires qui sont spécialisés là-dedans et qui créent des choses, mais elles-mêmes font face à des difficultés financières qui fait que bah, elles auraient envie de créer plein de choses, mais elles n'en ont pas forcément les moyens. Ouais. Donc oui, il y a de l'accessibilité autour des ressources, mais il y a pas d'exhaustivité, quoi. Mhm. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai rien. Par exemple, tu vois, pour parler des violences, Mhm. il y a des modalités que je couvre pas, hein. Alors que pour moi, ce sont des sujets Ok. phares. Et maintenant, j'aimerais bien parler un peu de Pérédance. Alors, je précise ben, que moi, je suis référencée sur la plateforme Popaya, ça fait longtemps qu'on a discuté parce que je pense que on avait Mm. des visions un peu des valeurs similaires. Je ne sais pas en fait quelle place tu penses que la Pérédance elle peut avoir sur Popaya. Est-ce que tu penses, à part les services qu'il faudrait développer quelque chose autour de ça un peu plus, ou alors tu sens que tu as des difficultés à trouver des pères aidants à référencer. Euh, Ouais. j'ai quand même des difficultés à en trouver, Mhm. et après, je me suis longtemps questionnée autour de ça, parce que finalement, c'est mettre en avant des services qui sont Mhm. proposés par des pairs. Oui. Et c'est vrai que sur l'aspect service, formation professionnelle, atelier, Oui. intervention autour de ces sujets, il y a beaucoup de choses qui se fait, et Mhm. c'est très difficile pour moi de juger de la qualité finalement de ce qui va être Mhm. présenté, Mhm. parce qu'il n'y a aucune vraiment certification ou accréditation ou réglementation autour de ça. Donc on voit un peu de tout.
Mais c'est vrai que la particularité de la paire aidance, et c'est ce qui me plaît, moi, et j'ai confiance finalement en ces personnes parce que vous êtes deux aujourd'hui, deux profils en paire aidance à avoir Oui. accepté d'être référencés sur Copaya. Mhm. Hum, Parce que je sais que voilà, vous allez amener du contenu expérientiel finalement, et Oui. aussi parce que vous vous êtes formé. Euh, mais c'est vrai que je me questionne toujours un petit peu autour de ces aspects service parce que c'est la porte ouverte Mhm. à plein de choses. Donc je suis obligée d'en faire la modération et de faire au cas par cas. La péridance par exemple, j'accepte. Mais j'ai beaucoup de professionnels qui m'ont demandé d'ouvrir Copaya à la prise de consultations en ligne, tu vois, auprès de Ah oui. sexologues, de sages-femmes, de psychologues. Mhm. Mais pour moi, j'ai pas vocation à faire ça, tu vois. Je suis pas ni un Doctolib, ni Oui. un Care, enfin, des plateformes où on peut prendre des rendez-vous en ligne et faire de la téléconsultation. Mais en revanche, j'aime bien me dire, et c'est ce que je fais le relais. Quand une personne cherche un service ou un besoin particulier, je pense que je peux répondre à ce besoin-là pour orienter. Tu as des personnes qui te contactent directement pour ce type de demande? Ça commence tout Ouais. juste, mais Ok. vraiment, on en est au tout début parce que la visibilité de Popaya est en train d'accroître. Mhm. Donc j'ai de plus en plus de personnes finalement, oui, qui me posent des questions ou qui s'interrogent sur des besoins. Donc je renvoie Mhm. vers d'autres structures ou vers d'autres partenaires, mais c'est encore tout petit, quoi. C'est pas. Je Oui. sens que ça commence à bouger. Et après, il y a des, par exemple, tu vois, les établissements du secteur médico-social, je trouve ils sont encore trop à la recherche de formation professionnelle. Oui. Ils en sont pas encore à l'outillage ou au coaching ou à faire intervenir des personnes extérieures. Oui, de Ils en toute sont encore façon, vraiment trop au début, quoi, à oui. prendre conscience du besoin de se former, de prendre en main ces sujets, de se Mhm. structurer pour les mettre en place dans les établissements. Donc, euh, Mhm. les choses bougent. Enfin, je pense que ça va arriver. Ouais. Ok, super. Et maintenant, je vais te poser ma fameuse question voilà, que je pose toujours à mes invités. C'est pour toi, enfin, tu sais que mon podcast, il parle de validisme en santé sexuelle de façon un peu différente selon les personnes que j'interviewe. Mais à ton avis, pour toi, en tout cas, de ce que en connais, comment se manifeste ce validisme en santé sexuelle? Ma question, c'est pour toi, enfin, on sait que le validisme il existe partout et particulièrement en santé sexuelle. Alors tout à l'heure, tu m'as dit bah, les difficultés d'accès à l'information sur euh, la sexualité, mais est-ce que pour toi c'est uniquement ça ou il se manifeste un peu autrement pour toi? Déjà, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que encore maintenant, en fait, quand je parle de la genèse de Popaya et des difficultés auxquelles certains établissements spécialisés ou certaines personnes en situation de handicap font face autour de leur santé sexuelle, les gens ont du mal à comprendre que c'est un vrai sujet, en fait, Ouais. que les personnes en situation de handicap, bah oui, elles ont et elles doivent avoir une santé sexuelle. Mhm. Et quand je raconte juste des petites anecdotes comme ça d'établissements qui m'ont contacté et vraiment démunis à me dire mais qu'est-ce que je peux faire, vers qui je peux me tourner, qu'est-ce que je peux utiliser comme outil. J'ai eu des situations de surdicécité où la personne ne mangeait plus parce qu'elle avait peur d'être enceinte. Ouais. J'ai eu des jeunes hommes enfin, avec une déficience mentale qui se masturbaient dans des verres en verre avec des chaussettes et qui manquaient à se blesser. Euh, j'ai eu des personnes en situation de handicap qui pensaient qu'on accouchait par le nombril. Mhm. Euh, les gens, en fait, ils sont choqués une fois que tu leur donnes accès à cette information-là. Ouais. Et je parle même pas de la violence, hein, où on sait Oui. qu'aujourd'hui, 30% des femmes en situation de handicap subissent des violences sexuelles. Les gens, quand ils n'ont pas accès aux chiffres et au contenu vraiment de ces problématiques, à du concret, ils se rendent pas compte et ils s'imaginent pas qu'en fait, Oui. la santé sexuelle, elle concerne aussi ces publics. Oui. Et, euh, et quelque part, en fait, c'est déconstruire que ces publics-là, pour eux, ils se posent pas ces questions-là, ils ont pas de Oui. pulsion. En fait, et donc, c'est amené à leur dire, mais si, ben, ils fonctionnent comme toi, en fait, les besoins sont sont les mêmes.
Donc c'est pas, enfin, pour moi, le validisme, en tout cas aujourd'hui dans la santé sexuelle, il est sur ces aspects-là. Tu vois, c'est que les gens n'ont pas encore conscience que, en Oui. fait, c'est un besoin fondamental aussi pour ces personnes-là et qu'on ne devrait pas les mettre de côté. Et, euh, et bah, j'ai suivi un peu les dernières publications que tu as faites où c'est vrai, finalement, même le programme EVARS, tu vois, qui est Oui. mis en place dans les Mhm. écoles au Mhm. niveau de l'éducation nationale. Mhm. Et, pour ça, j'ai été en contact avec une personne du ministère où je leur ai dit, mais comme toi, je leur ai dit, Oui. c'est bien, vous avez pensé à créer des outils pédagogiques, mais Mhm. quid des enfants avec des besoins spécifiques, en fait? Est-ce que Mhm. vous avez pensé à ces enfants qui sont en milieu Mhm. ordinaire, mais avec des difficultés et qui ont d'autres besoins en termes de modalités d'accès à l'information? Est-ce que vous y avez pensé? Et en fait, non. Donc, encore une fois, ça montre que c'est un sujet dont on souhaite s'emparer, mais en fait, on le fait à moitié. Alors, j'ai plus les chiffres là en tête, mais des enfants ou des personnes avec des besoins spécifiques, il y en a plein, et ça veut pas forcément dire, enfin, qu'on donne l'étiquette à la personne qu'elle est en situation de handicap. Hein, on le sait, la personne est en situation de handicap parce que l'environnement ne répond pas à ses besoins, Mhm. et il y en a plein des gens en fait qui ont des besoins particuliers pour accéder à l'information, pour la comprendre et pour se Mhm. l'approprier. Mhm. Donc, Oui, il ouais, faut visibiliser un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a une invisibilisation des personnes handicapées bon, de toute façon, dans de nombreux domaines, mais dans la santé sexuelle, on préfère mettre ce sujet de côté en faisant comme s'il n'existait pas, parce que exactement. voilà, ça arrange bien certaines personnes, mais moi, je trouve que le validisme, c'est aussi cette invisibilisation, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais aussi parce que finalement, déjà pour des publics, on va dire, Oui, euh, qui ne sont pas forcément handicapés, ils le font déjà pas non plus correctement. bien sûr. Donc, il y a déjà une carence en fait à Mm. ce niveau-là, donc ils ont encore plus de difficultés pour le faire. Enfin, c'est en fait les dernières roues du carrosse, quoi, à chaque Ouais, fois. Il y a ok. vraiment, oui, comme je dis, un besoin de visibilité. Il faut en parler, il faut faire prendre conscience, voilà, de la gravité, parce que enfin, on peut parfois parler de gravité, ça amène à des situations vraiment graves, quoi, de vulnérabilité, enfin, de violence, de harcèlement, d'agression. Mm. On en est là, quoi. Enfin, on parle de ça, on parle de gens qui subissent des choses parce que elles n'ont pas accès à ces informations-là, à leurs droits, à leurs besoins. C'est dramatique. Ouais. Et moi, enfin, tu vas me dire si avec Popaya, c'est un peu pareil, mais moi, avec Sexpert, parfois, ce qui est pénible, c'est que j'essaye d'ouvrir le sujet au public en général et pas que aux professionnels du médico-social, parce que j'ai l'impression que ça reste dans cette bulle, tu vois, un petit peu. On le voit avec le programme EVARS, bah, pareil à nouveau, on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un risque avec moi, mes services, toi avec Popaya, bah, que finalement ça ne s'étende pas au grand public et que ça reste dans la bulle des personnes handicapées? Est-ce que tu penses, toi, que Popaya aussi peut aider à élargir justement la parole à d'autres types de publics pour penser qu'il y a aussi des personnes en situation de handicap qui ont des besoins d'éducation à la santé sexuelle. Bah, après, j'ai quand même la sensation que en France, en tout cas, on attend qu'il se passe quelque chose pour agir et que Oui. finalement, les gens prennent conscience de la nécessité de faire quelque chose Mhm. quand il s'est passé quelque chose. Donc, tous ces gens-là, tu arrives à leur faire prendre. Moi, il y a plein de personnes du grand public qui m'ont dit, mais les thématiques là, des VARS, enfin, c'est pas Mhm. des choses qu'on fait tous les jours finalement. Enfin, Mhm. c'est très spécifique. Et à ça, je leur réponds, mais si, en fait, c'est tous les jours. Quand tu parles d'habilité sociale ou de la capacité d'une personne à se mettre à la place de l'autre ou à faire preuve d'empathie, de bienveillance, de savoir faire passer un message éclairé, de respecter le consentement de l'autre, de Mhm. respecter ses droits, ses besoins, en fait, c'est tous les jours. Bien sûr. De s'adresser correctement à une personne, de ne pas juger, que la personne soit en situation de handicap ou non. Hein, tout ça, c'est valable pour tout le monde et c'est tous les jours. Et là, on se parle de vie relationnelle, en fait. Ouais. C'est du b.a.-ba.
Donc, donc les gens pensent à tort que finalement c'est une discipline qui est Ok. très orientée vers la vie affective et sexuelle, mais pas que en fait. Avant de parler de ça, il y a tout l'aspect social et relationnel à travailler, émotionnel aussi, compétences psychosociales, habilité sociale. Donc oui, moi en tout cas, je pense qu'avec nos activités, euh, on peut contribuer à faire prendre conscience à d'autres publics, notamment au grand public, Mhm. de la nécessité d'aller plus loin, de faire appel à des services, de se former, de s'outiller, de s'informer. Mhm. Je pense. Tu crois pas qu'on aura gagné le jour où les gens, peu importe qu'ils sont en situation de vulnérabilité ou pas, mais qui ont envie de s'éduquer à la santé sexuelle, bah, ils aillent sur Popaya, qu'ils aient un handicap ou pas. Tu vois, moi je pense que ce serait là qu'on aurait avancé un petit peu. Oui, Je ouais. pense. Oui, mais bon, on n'est pas, quand tu vois que même les plannings familiaux Oui, c'est sont clair. figurés, Oui, enfin, on est quand même dans un contexte un peu délicat oui, où, euh, où en fait on donne des priorités ailleurs finalement, alors que, oui, mais bon, ouais, je vois, il y a beaucoup de choses autour de la santé mentale, du harcèlement, mais tout ça, ça émane pour moi de ce type d'éducation-là aussi. C'est oui, que la santé mentale des gens va mal parce que il y a il y a un manque de relationnel et d'échanges, de relations respectueuses et épanouies entre les gens, de solidarité, tu vois, c'est des choses qu'on travaille pas. Même le harcèlement, finalement, ça émane de tout ça. bien Un sûr. manque de respect, euh, de ce qui peut être divulgué aussi sur les réseaux sociaux, sur les médias. Et ça impacte tout le monde, finalement, le rapport à l'autre. Ok, Donc, et maintenant, je voulais un peu savoir comment tu envisages un peu la suite de Popaya dans les années à venir, parce que bon, tu es toute seule. Est-ce que tu prévois de nouveaux projets? Est-ce que tu as eu d'autres idées? mais j'ai plein de projets. Il y a un des projets que j'ai mis en arrêt dernièrement et qui, voilà, où à la fois ça me culpabilise et en même temps ça me frustre. C'est le projet avec Nadia Morand autour de la mallette de sextoy adapté pour les établissements du secteur médico-social. Et notamment le besoin, parce que finalement, j'ai quand même travaillé avec Nadia autour de cette mallette on a fait des questionnaires, des entretiens, où il y a un besoin effectivement d'accompagner les professionnels autour de l'accès et l'autonomie du plaisir sexuel des personnes en situation de handicap. Mais on a surtout mis en avant aussi le besoin de mettre en place des supports éducatifs autour Oui. de l'usage des sextoys, tu vois, pour les publics en situation de handicap, et finalement pas que. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui arrivent sur Popaya au travers de ces recherches-là, finalement, d'utilisation de vibromasseurs de manière adaptée, Mhm. d'identification de quel sextoy est adapté pour tel besoin. Donc ça, c'est un vrai regret, c'est un vrai projet que j'aimerais pouvoir aboutir un jour, mais en fait, je manque de temps. Mhm. Après, il y a toutes les peluches pédagogiques que j'ai que j'ai créées, qui sont finalisées, mais j'ai pas trouvé de couturière pour me les fabriquer. Et après, j'ai tout le volet cahier d'activités ou magazine à destination des professionnels ou des parents ou des aidants pour aborder du coup les VARS de manière décomplexée, adaptée et ludique, en Oui, mettant en avant vraiment tout plein de modalités d'accès sensoriel, des choses qui s'entendent, des choses qui se manipulent, des jeux, des quiz, des petites expériences à faire, enfin voilà. oui. Des idées, j'en ai vraiment plein, mais c'est le temps qui me manque et c'est frustrant parce qu'en fait, c'est ce qui me plaît dans Popaya. C'est le fait d'aller créer des choses avec des Mhm. partenaires. C'est de construire de la valeur, quoi. C'est pas de gérer des commandes sur Popaya, de gérer du référencement, être une espèce de plateforme de e-commerce, mais sans vraiment modèle économique. Enfin, parce que comme il n'y a pas que des choses qui me rémunèrent, enfin voilà, ça me plaît pas trop. Tu vois, tout l'aspect modération sur Popaya. Ce qui me plaît, c'est de rencontrer des gens et de créer des choses. Ok. Et tu parlais justement un peu avant des proches aidants. Moi, souvent, quand je dis qu'ils ont un rôle aussi à jouer dans cet accès à l'éducation, à la vie relationnelle, affective et sexuelle, est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen d'aller mieux
les chercher parce que moi, c'est vraiment un public que j'ai du mal à capter. Les parents, souvent, enfin, les parents ou proches, hein, ils ont tendance à me dire, mais là-dessus, je peux rien faire. En gros, à se sentir complètement euh, Démuni. Mm. impuissant. C'est- Alors que pour moi, il y a aussi des choses à faire en tant que proche aidant. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, ça fait écho à une rencontre que j'ai eue Mhm, hier avec une association dans le Nord mhm, qui crée des mallettes à destination des aidants dans le cadre de la plateforme de répit oui, des aidants. Et en fait, c'est une mallette comme une grosse valise dans laquelle elles y mettent plein d'outils et de jeux mhm, euh, adaptés pour que les proches aidants puissent tester ces outils et se rendre compte si c'est adapté ou non aux besoins de leurs proches. Euh, et donc, t'as plein d'outils différents sur la nutrition, enfin, l'alimentation, sur la partie émotionnelle. Et en fait, on est rentré en contact pour justement mettre en avant cette partie santé sexuelle, en fait, consentement, relation à soi, aux autres. Donc, je pense que ça peut être tu vois, une première étape de travailler conjointement avec des associations qui finalement sont au contact de ces publics de proches aidants euh, et commencer à les nourrir d'outils, de choses concrètes, où on amène ces sujets-là, mais de façon complètement décomplexée, où c'est pas une discussion, voilà, où on est assis l'un à côté de l'autre, où on a besoin d'échanger. C'est non, aujourd'hui, on a des supports qui peuvent être vecteurs d'apporter ces notions-là sans même en avoir conscience finalement au travers du jeu, des mises en situation, tu vois, des jeux de rôle, des jeux de cartes, ou même un petit podcast, tu vois, à écouter et se dire oui, après, on en discute, qu'est-ce que tu en as pensé? oui, Je pense que c'est petit à petit, c'est en apportant ces notions-là que les aidants vont aussi se rendre compte que bah, c'est de leur responsabilité aussi. Mais on a le même problème avec les parents bien sûr. d'enfants qui, pour eux, se disent, mais ils vont se faire leur propre éducation, en fait. Ils Oui, vont se former eux-mêmes par oui, l'expérience. Bah, bah non, en fait. Tu as la responsabilité d'éduquer, d'informer ton proche sur ces mhm, aspects-là, mhm, parce que s'il n'a pas l'information, déjà, il va aller la chercher ailleurs mhm. et il va pas forcément avoir les bonnes informations au bon moment. Et il peut être en difficulté, enfin, en vulnérabilité, parce que il peut se mettre dans des situations qui sont pas claires et qui sont pas OK, en fait. Donc, tu ne le protèges pas en faisant ça. Donc, je pense encore que les choses sont en train de bouger et que tu vois toutes ces petites initiatives, notamment celle de cette association que j'ai rencontrée hier, montrent qu'en fait, il y a quand même un besoin qui émane à la fois Mhm. des personnes qui accompagnent des proches aidants et en même temps des aidants qui se rendent bien compte que voilà, les choses évoluent. L'actualité s'en charge pour nous, hein, de nous montrer toutes les formes de violence de la nature humaine, quoi. Et les gens ont, entre guillemets, peur donc, pour leurs proches et se disent, voilà, moi, il faut aujourd'hui que je protège sur ces aspects-là, chose dont on n'avait pas forcément conscience autant avant. Malheureusement, encore une fois, on attend qu'il se passe des choses Ouais, pour se dire, ah finalement, peut-être qu'il faut que je fasse de la prévention, que je sensibilise ou que j'accompagne sur ce volet-là. oui. Ouais, il y a la question de protection, souvent je m'aperçois, mais il y a quand même aussi, je m'aperçois que chez certaines personnes, l'entourage peut aussi être très limitant. Donc, Oui, comment moi, ce que j'essaie de dire, c'est en plus de comment protéger, rendre moins vulnérable, c'est aussi comment faire en sorte que mon enfant, d'ailleurs, peu importe son âge, hein, pas qu'il soit jeune ou moins jeune, puisse avoir accès à tout ce pan de la vie sans que moi-même, avec tout ce que j'ai pu apprendre, notamment avec le validisme, j'ai tendance, même inconsciemment, à le limiter. Donc, c'est un peu tout oui. ça. Ouais. Et à mon avis, c'est un, c'est un travail conjoint Mhm. finalement avec la famille, les proches aidants et toutes les personnes, tous les professionnels qui sont au contact de ces publics-là. Mhm. C'est-à-dire que on ne demande pas aujourd'hui aux familles ou aux proches aidants d'éduquer correctement à ça. C'est simplement être vigilant sur ça. Et si on n'en a pas la capacité, c'est OK. Mais
on se tourne vers des personnes Ouais. qui vont pouvoir aider. Et pour moi, je pense que ça doit se faire autant à la maison qu'à l'école, qu'en institution. Enfin, c'est un travail collectif et collégial où l'information doit être éclairée, claire, adaptée et accessible, en fait. Et c'est tout ça qui va faire que ça va rendre la chose Mhm. plus simple et plus normalisée. Ok. Et avant de terminer, du coup, est-ce que tu peux nous dire si voilà, soit tu as un message à faire passer. Ouais, pas que à ma plateforme, c'est plus autour de la Ouais. démocratisation un peu de tous ces sujets, quoi, d'éducation, de sensibilisation, d'information autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle, et de la santé sexuelle, bien entendu. De dire que oui, c'est semé d'embûches, mais qu'il faut s'accrocher, que les choses sont en train de bouger, et que c'est d'autant plus important pour les publics les plus vulnérables, donc les personnes en situation de handicap et les jeunes enfants, parce qu'il y a une vraie carence à la fois qualitative et quantitative d'accès à cette information, qu'il faut continuer à en parler, qu'il faut continuer à rendre accessibles de ces disciplines, que c'est l'affaire en fait de toutes et tous, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la fois les professionnels au contact de ces publics-là, que les familles, que les aidants, que les proches, euh, que qu'on Et pense les à tort personnes aussi directement concernées. et les personnes directement concernées, exactement. Euh, Mhm. Qu'elles s'empreignent de ce sujet-là, qu'elles revendiquent leurs droits, leur autodétermination autour de ça, tout à fait. Mhm. Et que contrairement à ce qu'on pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est des sujets qu'on aborde tous les jours au quotidien. En fait, ça ne s'arrête pas juste à l'aspect intime ou sexuel, mais ça va bien au-delà. En fait, c'est s'éduquer au respect, à la confiance en soi, aux relations saines à soi et aux autres, à l'empathie, à l'inclusion, la diversité, aux droits. Enfin, j'en passe. Et souvent, je dis, mais allez voir sur Popaya finalement toutes les thématiques qui sont référencées, vous rendre compte de l'étendue du sujet, en fait. De l'étendue de ce que ça touche sur l'aspect émotionnel, sur tout. En fait, c'est un grand sujet à la fois d'actualité et un grand sujet qu'on aborde de façon quotidienne dans nos relations quotidiennes finalement. Ok. Super. Eh ben, merci Camille pour cet échange très éclairant, hein, et je te souhaite beaucoup de réussite dans le développement futur de Popaya. J'espère que cette plateforme, elle se développera, mais pour plein de publics, pour améliorer l'accès donc, à cette éducation à la sexualité. Merci beaucoup Je te et remercie à bientôt. Si cet épisode vous a parlé, souvenez-vous, on ne peut pas se dire inclusif si on exclut certaines personnes. L'éducation à la sexualité doit être accessible à tout le monde, sans exception. Il est temps que les éducatrices à la sexualité s'emparent pleinement de ces questions, au-delà du milieu médico-social. Avant de concevoir des outils, pensons à tous les publics. Les jeunes, les personnes handicapées, les personnes migrantes, les personnes âgées, etc. La sexualité ne concerne pas que les valides et les personnes qui rentrent dans des normes édictées. De mon côté, je travaille actuellement sur des modules e-learning d'éducation à la sexualité hybride qui intègrent les personnes handicapées. Ces formations seront en ligne d'ici la fin de l'année. Abonnez-vous à ma newsletter pour être tenu au courant dès leur lancement. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast et permettre la création de toujours plus de contenu de qualité sur le validisme en santé sexuelle, rendez-vous sur ma page Tipeee. Je vous mets le lien en description. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour sensibiliser à ces sujets essentiels. Alors n'hésitez pas à partager mon appel à contribution. Je vous dis à très bientôt pour continuer à déconstruire ensemble. Désir, désir, à valider.